Le génocide des Khmers rouges et l'aveuglement en Occident de nombreux journalistes et intellectuels à ce sujet. Sur ce qui se passait au Cambodge, c'est le sujet de notre débat avec Jean-Louis Margolin et Thierry Volton. Alors Jean-Louis Margolin, commençons par parler de l'homme qui incarne vraiment les Khmers rouges, celui qui va se faire appeler Pol Pot, c'est le nom qu'on connaît. Il est né en 1925, c'est quel homme? Quel est le parcours de cet homme? Au départ, c'est quelqu'un de relativement banal, issu, disons, de la classe moyenne supérieure cambodgienne, même si ensuite, pour les besoins de la cause, il a voulu se faire passer pour un ouvrier des plantations d'EVA, dans un registre marxiste-léniniste, évidemment, ça faisait mieux, ça faisait plus présentable. Il a même passé quelque temps avec sa tante au palais royal du souverain qui a précédé Norodom Sihanouk. Hein. On est encore dans les années 30, disons dans la période de splendeur du protectorat français, puisqu'il faut rappeler quand même que le Cambodge faisait partie de l'Indochine française. Il a ensuite, peu après la Seconde Guerre mondiale, assez tardivement d'ailleurs, entamé des études au lycée, ce qui n'était pas si fréquent que ça pour des Cambodgiens à l'époque. Hein. Et puis ensuite, il a prolongé cela en France, faisant des études d'ailleurs fort modestes, hein, des études d'électricité. Il avait une bourse du gouvernement français? Une bourse du gouvernement cambodgien. C'est le gouvernement cambodgien qui lui avait accordé cette bourse. D'ailleurs, il n'a pas mené à bien ses études. Il est reparti de France sans diplôme, à la différence d'ailleurs d'un certain nombre d'autres leaders Khmer rouges. Il y en a quand même 2 qui ont été d'assez brillants docteurs de la Sorbonne. Et ensuite, il est rentré au Cambodge. Il a eu quelques contacts politiques pendant son séjour à Paris. Il a été membre, comme beaucoup d'ailleurs d'autres futurs Khmers rouges, d'une sorte de cellule extérieure un petit peu annexe du Parti communiste français, là où il a rencontré par exemple un certain Jacques Vergès, qui a une personnalité sulfureuse, qui ensuite a eu, d'ailleurs dans des conditions encore mal connues aujourd'hui, des contacts assez suivis avec les Khmers rouges. Et il est rentré au Cambodge, et c'est véritablement là qu'il a fait son éducation politique. On exagère parfois l'importance politique de son séjour en France, même si c'est sans doute cela qui lui a mis, si je puis dire, le pied à l'étrier. Mais ensuite, en fin de compte, c'est beaucoup plus l'influence et l'endoctrinement direct par les communistes vietnamiens et par les communistes chinois de l'époque de Mao Tse-tung qui l'a fait devenir ce qu'il a été. Parce que là, Thierry Volton, on part de la période de 1945-1975, la marche vers le pouvoir de Pol Pot. Évidemment, la toile de fond de tout ça, c'est la guerre d'Indochine d'abord, jusqu'en 1954, et surtout la guerre du Vietnam, qui commence peu après dans les années 60. Oui, en 63 à peu près, ça commence, la vraie guerre avec les Américains qui rentrent en ligne de compte, si je puis dire. Et le Cambodge va devenir, comme vous le savez, d'ailleurs, c'est raconté dans le film que nous avons vu, va devenir un terrain, à un moment donné, de cette guerre, avec la piste Ho Chi Minh qui va servir pour le Nord-Vietnam à approvisionner le Viet Minh du Sud, avec des bombardements évidemment américains assez conséquents. Bon, tout ça va jouer effectivement un rôle. Alors il faut quand même rappeler que si évidemment en France il n'a pas eu tout à fait la formation qu'on a pensée par le Parti communiste français, et là-dessus Jean-Louis Margolin a absolument raison, il était quand même, comme tout, je dois préciser, comme tout, sans aucune exception, dirigeants communistes, était un grand admirateur de la Révolution française, et particulièrement de Robespierre. Oui, tout à fait. Donc Lénine était un grand admirateur de Robespierre. Donc si vous voulez, tout ça, ça a joué, c'est une ambiance. N'oublions pas quand même, c'est important quand même, qu'au Cambodge, je parlais français couramment, hein, c'était un protectorat français, et tous les gens, grosso modo, à part les gens du bas peuple, si je puis dire, mais il y avait vraiment donc une capacité d'avoir une lecture et qui a joué sans doute un rôle, sans aucun doute, un rôle sur la formation. Oui, d'ailleurs. C'est pas le principal d'ailleurs. Je finis, excusez-moi. Oui. Le plus intéressant, je pense, ce qui va être le plus, c'est évidemment les communistes vietnamiens qui ont joué un rôle considérable. Mais après, ce qui va jouer considérablement, c'est le communisme, le maoïsme. C'est la révolution culturelle chinoise. D'ailleurs, juste niveau. C'est presque anecdotique, mais ça prolonge ce que vous venez de dire. Pol Pot, à un moment, même pourtant très peu diplômé, a donné des cours de français. Et paraît-il que son auteur français favori, c'était Paul Verlaine.
ce qui assez ne incroyable. correspond Assez incroyable. difficilement à l'image qu'il a laissée par ailleurs. Également, vous avez raison pour l'amour de Robespierre. Il y a un des rares apports spécifiques, un peu originaux, disons, du communisme cambodgien par rapport aux expériences communistes précédentes, en dehors de sa propre cruauté, ça a été d'avoir instauré, au moins en théorie, le décadi. C'est-à-dire le dimanche révolutionnaire qui, puisqu'on était des fanatiques du système décimal à l'époque, le dimanche qui ne revenait qu'une fois tous les 10 jours. C'est-à-dire qu'il a adopté une fois au pouvoir le calendrier que la Révolution française avait adopté. À ce niveau-là, au niveau de la semaine, enfin, en fait, c'était purement théorique, puisque dans la réalité, évidemment, il n'était pas question de se reposer, de relâcher son effort. Et donc, ceux qui avaient à travailler au Cambodge, disons les esclaves du régime, travaillaient évidemment 10 jours sur 10. Mais c'est quand même très intéressant, parce que ça veut dire qu'ils avaient ces représentations, ces images dans la tête, quand même. Un peu davantage encore, parce que l'hymne du Kampuchea démocratique, comme il s'appelait, était très inspiré de la Marseillaise. Alors, le Kampuchea démocratique, c'est le nom qu'ils vont donner au Cambodge quand ils vont prendre le pouvoir. Voilà, exactement. En 75. L'hymne de Kampuchea démocratique était inspiré de la Marseillaise avec des paroles qui y ressemblent. Voilà. Alors, avec une allusion quand même très nette, explicite au grand bond en avant chinois. Oui, bien sûr. Au grand bond en avant des années 1958-60. Alors justement, excusez-moi, Guillaume, qui fait entre 30 millions et 50 millions de morts. Vous avez raison de le rappeler, le prétendu grand bond en avant. Voilà. Alors, en ce qui concerne la révolution culturelle chinoise, Jean-Louis Margolin, est-ce que, je crois qu'à ce moment-là, Pol Pot séjourne en Chine, il observe ce qui se passe, ça va être une source d'inspiration pour lui ? Je pense que l'inspiration principale, ça a été quand même beaucoup plus le grand bond en avant que la révolution culturelle. Parce que là, pour tous les communistes, en dehors du clan Mao Tse-tung en Chine, la révolution culturelle a quelque chose de très inquiétant, puisque pour fonder un nouveau parti communiste, elle a commencé par liquider l'ancien. Et donc, évidemment... pour à peu près tous les communistes du monde, même ceux qui avaient le plus de sympathie pour la Chine, c'était quand même une démarche un petit peu difficile, qui d'ailleurs n'a pas très bien fonctionné en Chine même. Et donc, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que certains des leaders les plus radicaux de la révolution culturelle ont beaucoup inspiré. Certains, d'ailleurs, sont venus... soit clandestinement, soit publiquement au Cambodge à l'époque des Khmers rouges, et ont servi en quelque sorte de parrain, d'inspirateur à Pol Pot et aux Khmers rouges. Mais leur doctrine fondamentale, c'est plutôt le grand bond en avant, c'est plutôt cette espèce de fusion totale, presque volcanique, d'une nation entière qu'on redistribue complètement les villes, mais aussi les campagnes, sous la forme des communes, ce qu'on appelait les communes populaires en Chine. Il y avait à peu près l'équivalent au Cambodge, du moins ils ont essayé. Et puis tout le monde au travail, des grands travaux, et puis on essaye de construire à marche forcée une industrie qui évidemment n'ira pas très loin dans le cas du Cambodge, en exploitant au maximum, au prix de centaines de milliers de morts, la main-d'œuvre des campagnes. C'est ça la doctrine de Pol Pot dans les années qui précèdent 75 ? Oui, c'est ça. Et alors, là où je voudrais quand même ajouter quelque chose par rapport à la révolution culturelle, parce que je pense, contrairement à Jean-Louis Margolin, que ça n'a plus une importance au niveau de la technique révolutionnaire, je dirais. C'est-à-dire que ce qui a sans doute fasciné Pol Pot et ses camarades, d'ailleurs, c'est la capacité de mobilisation du maoïsme, et surtout l'utilisation de la jeunesse. Mais la jeunesse ignarde, la jeunesse qui ne connaît rien, la jeunesse qu'on est capable de manipuler comme ça. Et je vous signale quand même que les Khmers rouges qui vont envahir Phnom Penh le 17 avril 1975, donc il y a 50 ans maintenant, ce sont des jeunes garçons qui ont entre 13 et 15, 16 ans, 17 ans. Et jeunes filles. Et des jeunes filles, bien sûr, excusez-moi. Je ne voudrais pas faire de sexisme dans la matière. C'est important parce qu'il y a une forme de... Non, mais je vais tout à fait dans votre sens, il n'y a pas de contradiction. Il y a une manipulation, mais ça c'est assez classique finalement pour les régimes de ce genre, une manipulation éhontée des plus jeunes, pour servir de masse de manœuvre au service du projet, y compris dans ses aspects les plus criminels. Et évidemment, dans une société où il y a très traditionnel, où il y a un privilège de l'âge considérable, et donc évidemment une frustration des jeunes par rapport à leurs anciens, et également une société, comme la plupart des sociétés traditionnelles, il y a un privilège du sexe masculin
par rapport au sexe féminin. Et donc on voit, et c'est de plus en plus net à mesure qu'on avance dans le régime des Khmers rouges, on voit de plus en plus de très jeunes filles qui sont bombardées, cadres locaux, jamais cadres dirigeants, bien véritablement dirigeants, mais beaucoup de cadres masculins sont remplacés par des cadres féminins encore beaucoup plus fanatiques, puisque des femmes qui avaient souvent une forme de revanche à prendre sur une société particulièrement oppressive. Elle était vraiment oppressive, ces sociétés rurales traditionnelles ? Comme toutes les sociétés traditionnelles, ou à peu près. Bon, Hein. enfin, en tout cas, c'est un point important et pas très connu. Rajoutons à propos de ces jeunes, justement, que certains étaient illettrés, hein, quand même. Oui, Il faut le savoir, je veux dire. Donc, tout ça est important. Il y a une scène qui est racontée, pour vous donner un ordre d'idée, qui est racontée, je ne sais plus dans quel livre, mais que quand les Khmers rouges sont arrivés à Phnom Penh, qui venaient de la campagne, vraiment, ils venaient de la campagne, de l'arrière-campagne. De la jungle. De la jungle, exactement. Et ils ont découvert ces bâtiments. Et ben, ils ne savaient pas à quoi servaient les toilettes. Ils buvaient l'eau des toilettes. Alors, un petit détail, mais c'est... Oui, non, mais significatif. c'était, disons que... Alors, ce qui est assez curieux, quand même, c'est que... Ce qui explique la brutalité du régime, dans une certaine mesure, parce que le régime a su instrumentaliser tout ça, cette espèce de comment dire, d'état brut de l'être humain, si je puis dire, et on la modèle comme on veut, quoi. En utilisant également, d'ailleurs, les minorités ethniques, Bien sûr. particulièrement, des zones particulièrement reculées du Cambodge, et qui elles-mêmes aussi étaient opprimées par la majorité khmer. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un groupe de dirigeants qui ont fait des études supérieures. Tout à fait. Et qui, à part un, Tamok, qui était un véritable paysan, sont tous issus... une petite bourgeoisie. Ils ont pour l'essentiel des couches moyennes supérieures, voire des Ce qui est le cas, excusez-moi, je fais une petite parenthèse générale, ce qui est le cas d'à peu près toutes les révolutions communistes dans le monde. Ça a toujours été fait par des petits bourgeois. Voilà. Et pas par les prolétaires. Ou des grands, parfois. Oui, ou des grands bourgeois, même parfois. Ils s'appuient, et ces dirigeants s'appuient sur des troupes, en l'occurrence de ruraux, puisque la grande masse des Khmers de l'époque sont des ruraux et plutôt déshérités, enfin, même plus déshérités. Plutôt des zones les plus reculées, pas des zones les plus reculées. les plus riches, l'esprit de revanche, dont l'esprit de vengeance, dont parlait Jean-Luc Margolin, la volonté de revanche. Donc, alors, vous allez jusqu'à dire, Thierry Volton, que le moteur, dans votre livre, que le moteur de tout ça, c'est la haine. La haine de classe. La haine de classe, oui. La haine du monde de la ville, parce que dans la ville, il y a de l'argent. Il y a l'idée que la ville corrompt, qu'il faut revenir à la campagne pour se purifier. Oui, et ça d'autant plus, si je peux me permettre, d'autant plus que les villes au Cambodge, comme partout en Asie du Sud-Est, sont, je dirais, peuvent être ressenties par les communistes locaux comme doublement halogènes. C'est-à-dire, d'une part, la ville, c'est quand même l'endroit par excellence où s'est développé le commerce et éventuellement la petite industrie coloniale. On n'en est quand même pas encore très loin, on n'est qu'une vingtaine d'années après. Et d'autre part, les populations qui vivent dans les villes, alors ce sont d'autres minorités, c'est un peu l'inverse, l'extrême opposé des minorités des campagnes et montagnes lointaines qui vont constituer les troupes Khmer rouges. Là, par exemple, Phnom Penh, c'est pour majorité des Vietnamiens, des Chinois, ou plus exactement, d'ailleurs, ils sont beaucoup mélangés avec la population locale, des Vietnamo-Khmer ou des Sino-Khmer, dont d'ailleurs plusieurs dirigeants Khmer rouges sont également d'origine chinoise. Et qui vivent là depuis très longtemps. Pas forcément. Plus souvent plusieurs générations. C'est souvent issu du protectorat français. Excusez-moi, la haine. Je voudrais quand même préciser encore une fois, j'essaie d'élargir un tout petit peu le sujet. La haine de classe a été quand même un moteur essentiel de toutes les révolutions communes. Revendiquées d'ailleurs. Revendiquées, absolument. Donc si vous voulez, alors, je crois que les Khmers rouges ont réussi plus que d'autres ce mécanisme d'utiliser cette haine de classe, d'ailleurs qui est assez humaine. Hein, je veux dire, excusez-moi. Nous l'avons tous plus ou moins à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'il y a toujours un riche qu'on déteste plus que nous. Alors j'ai lu par exemple qu'avoir des lunettes au Cambodge, c'était très dangereux, parce que ça vous désignait comme quelqu'un qui était un intellectuel, donc vous étiez une cible prioritaire. Est-ce que c'est une légende ? Il fallait surtout pas, effectivement, montrer la moindre prétention intellectuelle. Il fallait pas... il y avait l'idée que l'expertise, si elle ne s'accompagnait pas d'une haute formation politique était quelque chose d'haïssable. C'est pourquoi ? Parce que ça coupe du peuple ? Un intellectuel, disons, qui faisait figure d'humilité absolue,
on n'allait pas forcément le tuer. Mais dès qu'un intellectuel... il y avait une grande méfiance à leur égard. Il fallait surtout pas montrer, par exemple, qu'on avait une connaissance d'une langue étrangère, le français ou pire encore l'anglais. Avoir des livres était se montrer d'emblée coupable. Il fallait vraiment, comme ça s'est passé d'ailleurs sous la révolution culturelle, effectivement en Chine, se montrer prêt à fusionner avec ce Alors, qu'il y a de plus humble dans le c'est un peuple, raisonneur. les paysans. Oui. A priori, enfin, dans la réalité. a priori. Ah bon, donc en tant que raisonneur, un régime totalitaire n'aime pas les raisonneurs. Alors, est-ce que ces faits, ce qu'on vient de décrire, grosso modo, c'est les Khmers rouges, avant leur entrée à Phnom Penh, ils avaient déjà montré ce qu'ils savaient faire. Mais cependant, pour être tout à fait équitable, est-ce que ça, on le savait à l'étranger, où il y avait moyen de le savoir avant l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh? Oui, il y avait moyen de le savoir. Parce que Phnom Penh n'a pas été la première ville qui a été vidée de sa population. C'était au contraire, c'était une des dernières. Alors certes, de loin la plus grande, parce que la population avait été énormément gonflée par des gens qui avaient fui à la fois les bombardements et puis la domination des Khmers rouges. La population avait doublé ou triplé. Il y avait 2 millions de personnes. Mais il y avait déjà plusieurs villes qui, dans les mois, même années précédentes, avaient été entièrement vidées de leur Et puis il y avait une population. zone libérée que des journalistes ont libérée, excusez-moi, où des journalistes ont pu aller voir, où il y avait une prison, des exécutions, etc. On pouvait très peu y aller. Oui, quand même, C'était assez risqué péril. Oui, hein. non, il y a eu quelques journalistes sympathisants, j'entends bien. Oui, il y avait des visites organisées comme ce genre de régime savait faire. Oui, comme ils savent faire, bien sûr. Ben, voilà. Alors, en tout cas, on savait qu'il y avait... Alors, Je crois qu'on ne Il y voulait... avait une rumeur, excusez-moi, il y avait quand même une rumeur qui accompagnait cette poussée vers Phnom Penh, qui était une rumeur de terreur. Hein. Les gens avaient excessivement peur des Khmers rouges. Alors, juste pour donner quelques exemples, j'ai lu, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est inexact, que ce régime... D'abord, ils ont vidé la ville. Pourquoi ? En 24 heures, donc les gens partaient baluchons ou sans baluchons. Le prétexte qui a pourquoi ? été donné, c'était que les Américains les bombardaient, mais la réalité, c'est que il fallait couper les gens. Il fallait que cette ville, qui était un peu, je dirais, un foyer d'iniquité, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la fois branchée sur l'impérialisme mondial et en même temps composée pour une très grande partie d'allogènes qui avaient plus prospéré que les autres, les Vietnamiens et les Chinois étaient quand même parmi... Ils formaient l'essentiel de la bourgeoisie, et il fallait quand même envoyer tout le monde se rééduquer dans la campagne. Il y a un projet révolutionnaire derrière tout ça, le projet de déraciner totalement les gens de leur famille, puisque les familles ont été séparées, les enfants d'un côté, les femmes, etc. Les enfants étaient enlevés à leurs parents à 7 ans à peu près ? Pas immédiatement, non. Pas immédiatement. Dans les 4 mois qu'on suivit, à mon avis, c'était fait. Les gens étaient déportés dans les campagnes par famille. Mais après, ils ont été séparés. Ce qui se passait ensuite, c'est que chacun était affecté à une brigade, une brigade de travail. Et effectivement, les femmes étaient séparées de leur mari, et les enfants, ça dépendait des endroits, à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, en gros, étaient eux-mêmes envoyés dans des brigades donc séparés, et ils ne revoyaient... les femmes ne revoyaient leur mari que le temps de faire un petit combattant supplémentaire pour la Révolution, quelques jours par an, et les enfants ne revoyaient, quand ils les revoyaient, ils ne revoyaient leurs parents que, là aussi, une ou 2 fois par an. C'est pas contradictoire ce que vous dites, ce sont juste des précisions. Alors on change même la langue, le mot « je crois, enfin l'équivalent du « je » en khmer est supprimé parce que ça fait individualiste, il faut dire « nous ». Ce genre, il y a ce genre de régime s'attaque à la langue. Par exemple, tous les mots d'affection sont interdits entre les particuliers, puisqu'il faut réserver tous les mots qui évoquent l'affection, il faut les réserver entièrement au cadre, à l'organisation révolutionnaire, aux dirigeants du parti. On est dans ce cas-là, dans la nouvelle langue dont parle George Orwell en 1984. Il y a même quelques mots qui sont restés dans le khmer qui a suivi. Par exemple, pour dire d'accord, on a retenu, au moins pendant un certain temps, la formule khmer rouge, nous sommes pour l'unité. Contraint et forcé, ce régime est obligé d'arrêter son génocide début 79 parce qu'il y a l'invasion vietnamienne qui fait que Phnom Penh tombe très vite d'ailleurs. Alors, je voudrais qu'on s'attarde sur l'aveuglement
des observateurs occidentaux et, disons, d'intellectuels, pas tous, mais beaucoup. J'ai vu des titres de journaux français qui vous saisissent sur place. Par exemple, l'envoyé spécial du Monde, le journal Le Monde, il s'appelait Patrice Debert, avril 75. Dans le film que nous avons vu. Il fait de l'ironie. Il prend de haut les gens qui disent « Attention, il va y avoir un bain de sang ». Et il dit, à propos de la décision des Khmers rouges de vider la ville, voilà ce qu'il dit. Pourquoi cette attitude ? Sûrement pas, comme tente de le faire croire l'administration américaine, qui se raccroche à sa théorie du bain de sang pour cacher des horreurs que de sadiques hommes en noir seraient en train de perpétrer. C'est-à-dire qu'il tourne en dérision la crainte d'un bain de sang que certains évoquent. Et lui a une empathie qu'il affiche pour ce qu'il appelle une expérience. Bon, une expérience révolutionnaire qui est importante, dont on ne peut pas juger. Ceci dit, si je peux me permettre, oui. J'ai un étudiant qui avait fait un mémoire sur le sujet. C'était le cas d'à peu près toute la presse française, y compris le Figaro, par exemple. Pas l'Aurore. Ouais. Il y a peu de journaux Il y a une polémique je- entre Le Monde, excusez-moi, et le Figaro, dont Raymond Aron était l'un des acteurs et l'acteur principal, parce que Raymond Aron savait évidemment, enfin, il devinait évidemment que c'était pas aussi le paradis qu'il nous décrivait, et donc Le Monde l'a un peu mouché là dans cette affaire-là. On est quelques mois, quelques semaines après la libération. Oui. Alors, je n'ai pas en tête l'article du Figaro, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on n'a pas titré comme Libération le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. Bien sûr. Parce que c'est ce qu'avait. Non, mais ça mérite d'être rappelé. Oui. C'est factuel. Le titre de Libération, la une, c'est le drapeau. Et puis le lendemain, 7 jours de fête pour une libération. Sur-titre, les révolutionnaires sont entrés dans Phnom Penh. Bon, voilà. Oui. Ça, je puis garantir à nos téléspectateurs que ce n'était pas le titre que l'on a fait. Oui, non, mais on s'est beaucoup réjoui à gauche, et moi y compris, je dois l'avouer, à l'époque, je me suis considérablement réjoui en tant que jeune intellectuel de gauche de ce qui s'était passé. Donc l'aveuglement était quand même assez généralisé. Alors, tout le monde ne sympathisait pas, bien sûr, avec les Khmers rouges. Je pense que la rédaction du Figaro, c'était certainement pas son cas. Mais il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, c'était aussi l'attitude du général de Gaulle et puis, dans une moindre mesure, de Georges Pompidou par la suite. Il y avait quand même un anti-américanisme extrêmement profond. C'est ça le moteur ? Ça a été largement un moteur. Il y avait quand même l'idée que les Américains étaient vraiment responsables de tout ce qui pouvait se passer de mal dans cette partie du monde. Et que, donc, finalement, ces régimes étaient davantage motivés par le nationalisme, par une réaction nationale, que par une idéologie communiste. Évidemment, est réel, je suis d'accord avec vous, mais instrumentalisé, encore une fois, par les communistes qui sont capables d'instrumentaliser ça. Ce n'est pas mon point de vue, mais j'essaie d'expliquer pourquoi, y compris à droite, beaucoup de gens n'ont pas été horrifiés par la prise. Vous avez raison, il y avait des gaullistes orthodoxes, disons, qui n'ont sans doute pas été... Mais je pense que Jean-François Revel ou Aron ou des libéraux comme ça, même s'ils n'étaient pas très nombreux... ils n'ont jamais été très nombreux. On sûrement... Rappelez-vous du discours du général de Gaulle à Phnom Penh. C'était en 67, c'était avant. Le général de Gaulle ne blâme que les Américains. Vous avez raison, mais c'est 8 ans plus tôt. On n'est pas encore dans les Khmers rouges. Il est avec Sihanouk, on est en 67. Oui, mais vous savez, les gens ont une grande faculté à ne pas savoir ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais c'est peut-être ça le fond du problème. Dans cette réaction française, il faut tenir compte aussi du fait, à mon avis, que c'était une ancienne colonie française. Tout ça, c'était une ancienne... Et donc, on n'était pas très content que les Américains y soient, si je puis dire. Il y avait sans doute un espèce de revanche, pas de revanche historique. Donc, flétrir les Américains était un moyen pour dire, regardez, d'accord. Plus le fait, il faut quand même le rappeler, enfin, le film le montre bien, que Sihanouk, qui avait une très bonne image de marque, n'oubliez pas que quelque chose qu'on peut ajouter au documentaire, c'est qu'il était le correspondant au Cambodge du Canard enchaîné. Il était bien dans le Canard enchaîné. Ça, je ne savais pas. J'ignorais. Et sous pseudonyme, évidemment. Il avait une excellente image. Et c'est d'ailleurs la principale chose que je lui reproche, et je trouve que le documentaire ne lui reproche pas, c'est quand même d'avoir cautionné de son autorité
pas tellement le régime, mais en tout cas la résistance des Khmers rouges et finalement la prise du pouvoir par les Khmers rouges. Et qu'il a été instrumentalisé après par les Khmers rouges. Voilà. Alors, il y a eu quand même il était le chef d'État en titre du Cambodge. Il y a eu aussi quelques lanceurs d'alerte qui, comme souvent, il y en a un qui est dans le film, se sont fait insulter ou porter le plus important de tous, c'est François Ponchot, qui est dans le film que nous avons vu. Qui est un homme d'église, je crois. Un homme d'église, absolument, qui est le premier qui a vraiment le vrai témoignage, qui s'appelle Cambodge année zéro. Il y a auparavant même des articles publiés quand même par Le Monde. Exactement, dans Le Monde, il faut le reconnaître, c'est vrai. Mais avec un petit chapeau, c'est en 1976, Le Monde a quand même viré pas mal de bords au bout d'environ il faut dire que Le Monde aussi, excusez-moi, vous avez raison, puisqu'on a dit du mal du Monde, enfin pas du mal. On a dit du mal, c'est factuel, je n'y peux rien. Les journalistes ont été très coupables dans cette affaire-là. Ils ont fait leur autocritique plus tard, parce qu'en 2014, vous voyez, donc on est 40 ans plus tard. 40 ans, oui. 40 ans. Ils ont fait des grands articles de mea culpa. Quelque chose me dit que les gens en question n'étaient plus dans la rédaction à ce moment-là. J'en suis même convaincu. Patrice Debert n'était plus là, ni Jacques de Cornoy d'ailleurs. Peut-être n'était-ce pas sans lien, ceci explique peut-être cela. Vous avez raison. Bon, et donc, alors il y a le père François Ponchot. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont illustrées à leur avantage dans cette affaire? C'est le principal. C'est le principal. Oui. Enfin, pour moi, c'est celui qui a vraiment fait le. Jean Lacouture a aussi écrit, mais alors il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que beaucoup de gens à gauche ont viré leur cutie en ce qui concerne les Khmers rouges, quand les Vietnamiens eux-mêmes, les communistes vietnamiens, ont viré leur cutie, et à leur suite les soviétiques, ont viré leur cutie, c'est-à-dire en gros à partir de 77, 2 ans après. Et donc il y a quand même une ambiguïté. Il y a ce renversement rhétorique extraordinaire où ils accusent, ils font une espèce de parodie de procès, les Vietnamiens à Phnom Penh, après 79. C'est par contumace. Et ils accusent les Khmers rouges d'être grosso modo des fascistes. Alors là, évidemment, on retrouve ces... C'est important. Bien sûr. Il fallait ça a été les premiers à parler de génocide. Merci, messieurs. Non, je suis navré, mais là, le temps a passé. Merci, messieurs. Oui, vraiment, on aimerait pouvoir continuer ce débat passionnant sur le génocide cambodgien et sur ce que certains journalistes ont écrit dans certains journaux à Paris à l'époque. Articles qui ne sont pas à leur honneur. Je rappelle les livres de mes invités. Jean-Louis Margolin, vous êtes donc le co-auteur du Livre noir du communisme parmi de nos très nombreux autres ouvrages. Un chapitre sur le Cambodge. Thierry Bolton, vous avez publié un grand livre, Une histoire du communisme chez Grasset, en 3 volumes. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne du Figaro TV, en replay et sur l'application du Figaro. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.